J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, quelques années après le travail sur cette pièce de European Crisis Games, sur laquelle vous avez travaillé comme compositeur et également comme performeur, musicien et aussi acteur sur scène. Mais c'est la partie plutôt composition dont on va parler aujourd'hui. Très bien. Lorsqu'on a abordé European Crisis Games, au départ on est parti d'une pièce existante anglaise et on a voulu tout de suite la rendre musicale de plusieurs façons, mais notamment en mettant en scène un personnage central, une sorte de monsieur loyal, qui donnerait le rythme de la pièce par la partition musicale. Et vous avez, je me souviens plus très bien dans quel ordre ça s'est passé, mais en tout cas on a travaillé ensemble sur l'idée d'utiliser Beethoven, et donc cet hymne à la joie, qui est l'hymne européen également. Et vous avez commencé à plancher sur ce morceau, qui est en quelque sorte un peu comme cette pièce qui est documentaire, qui était un morceau existant, qui pouvait inspirer ensuite le travail musical de la pièce. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là et de ce que ça vous a fait d'aborder Beethoven ? Oui, je me souviens effectivement que dans nos réunions préparatoires, il nous est apparu assez rapidement comme une évidence que de la même manière qu'il y avait un texte de référence qui était celui de David Hare avec The Power of Yes, avoir en miroir un texte de référence musicale, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Et pour faire avancer ces deux textes, ces deux documents d'une manière parallèle et concomitante, pour les déformer petit à petit, mettre de la création là-dedans. Et effectivement, la 9e de Beethoven et sa conclusion, l'hymne à la joie en particulier, c'était tellement du pain béni pour ce projet européen, puisque c'est en effet, au-delà d'être un énorme tube de la musique classique, devenu l'hymne européen en 72 puis 85, adopté par les pays. Et qu'au-delà du symbole européen de ce morceau de Beethoven, c'est aussi, il a été écrit sur un poème de Schiller qui est pas tant un hymne à la joie qu'à la liberté et à la fraternité. C'est vraiment un message d'humanisme que porte cette œuvre, au-delà de sa musique, qui est très connue. Donc voilà, et ça faisait un bon générique d'entrée pour ce spectacle et pour cette arrivée du Monsieur Loyal, avec le thème que tout le monde connaît. Qui se décline, qui est amené petit à petit au terme d'une grande ouverture qui reprend un petit peu tous les thèmes des mouvements précédents. On le trouve sous une autre forme comme ça. On le retrouve d'une manière plus flamboyante ensuite. Donc voilà, donc ça a été une grosse partie à travailler pour moi en tant que musicien déjà, parce que c'est une œuvre un peu pas si évidente que ça à jouer, puisque c'est en plus dans la transcription de Liszt très bien écrit et très technique. Et puis c'était l'ouverture du spectacle, donc ça avait quand même une importance pour poser ce décor un peu solennel de Monsieur Loyal, qui va peu à peu dévoiler les arcanes de ce spectacle et le tirage au sort des participants qui vont jouer à ce jeu de rôle. Donc l'idée musicale ensuite, c'était de la même manière qu'on part du texte de David Hare, et puis qu'on y ajoute des interviews, et puis qu'on ajoute de la matière créative là-dedans, c'était de partir de ce motif pour le décliner de plus en plus, pour le tordre de plus en plus, pour le déformer, et puis évidemment avec une partie de création importante. Donc on trouve du coup, une fois passé ce prologue et cette première partie, on trouve des petites virgules musicales comme ça, pour lesquelles je me suis appuyé très fortement, d'une manière très audible sur ce thème, qui part de la tierce, enfin du 3e degré. Et donc j'ai créé une virgule musicale qui est très inspirée de ça, mais qui part du 1er degré. On retrouve aussi à la fin du thème. Donc à partir du 1er degré musical et à partir du 5e degré. Ce qui donne un côté un peu plus soul. Et donc là, ça donne ça.
petit côté aussi très hollywoodien, très générique de fin, et qui nous amenait dans une autre partie. Après quoi, on arrivait dans une autre partie de la musique qu'on voulait toujours, voulant toujours être une déclinaison de ce premier thème, de ce premier motif. Imaginons, là on était en Ré majeur. Si on le transpose juste d'un ton plus bas, on est en Do majeur. Donc, et avec cette partie qui était si particulière, puisqu'il s'agissait d'une formule mathématique extrêmement complexe, faite de lettres, de C, S, X, T, racine carrée de T, enfin, qui était d'ailleurs dans la pièce un des grands moments, comme une espèce d'ascension de l'Alpe d'Huez, où le coureur cycliste se débattrait avec cette formule mathématique, encouragée par les supporters sur le bord de la route, et puis qui finalement serait là aussi transformé, un petit peu à la manière de ce qu'on a dans Chantons sous la pluie, cette séquence où les acteurs sont obligés de se mettre au parlant et de prendre des cours de diction avec des choses qu'ils ne comprennent pas, des lettres, le A, le Moses, Roses. Donc ça, c'était un peu l'inspiration pour cette musique-là. Et donc on part de là. On retrouve les 3 premières notes du motif de Beethoven. Premier changement. On retrouve une citation de cette petite ritournelle qu'on a au début de Singing in the Rain. Voilà. Et l'idée, c'était de faire de ce moment un vrai moment un peu flamboyant, un peu léger, de comédie musicale, où d'un coup, à force d'avoir dit cette formule, les comédiens s'emparent de ces lettres C, S, C, S, X, C, S, X, S, T, enfin, comme si on devenait fou avec toutes ces lettres, et que finalement, il en sort quelque chose d'harmonieux. C, S, C, S, S, C, S, X, S, T, C, S, C, S, C, S, C, S, C, S, C, S, X, S, C, S, C, S, S, C, S, X, S, T, C, S, C, S, C, S, C, S, Sigma, C, T. Donc là, on se débat un petit peu avec tout ça. Et ensuite, d'amener une modulation de ce même thème vers une couleur plus lumineuse, le Mi majeur. Donc on arrive là. Et on retrouve la citation de... Donc voilà, The Singing in the Rain. Il y avait un morceau dans cette pièce qui correspondait un peu plus tard à un moment un peu triste, un peu douloureux. Ouais. Un moment où justement les personnages de l'histoire étaient allés un peu au bout de la partie économique, de la partie explicative, et encaissaient le choc de comprendre comment on en arrivait à faire cette crise. Et là, je me souviens d'un travail que vous avez fait beaucoup plus décalé, je dirais, et qui allait presque vers une musique de l'Est, ou en tout cas une musique ou orientale. Vous vous souvenez de cette... Oui, je m'en souviens très bien, et je m'en souviens avec beaucoup de plaisir, parce que ce moment-là était joué, chanté et joué au piano par une des comédiennes de la troupe, Hayet, qui savait absolument pas jouer de piano. Et ça, c'est ce qui fait aussi une partie de l'admiration que j'ai pour les comédiens, c'est qu'ils n'ont peur de rien. Et donc on a installé des petites pastilles sur les notes, enfin je lui ai appris le morceau, on a installé des petites pastilles sur les notes, puis elle l'a travaillé comme ça, et elle l'a joué et chanté magnifiquement. Et c'était effectivement plus une espèce de complainte, un moment de grand désenchantement, et aussi qui était en rapport avec les conséquences de cette austérité qu'on pouvait vivre au Portugal ou en Grèce. Et donc là, il ne pouvait plus être question d'hymne à la joie ou de légèreté hollywoodienne, mais effectivement plus de quelque chose qui pourrait être une espèce de lamentation bulgare, enfin, ou des pays de l'Est, et où j'ai voulu qu'on retrouve quand même ce motif de la 9e de Beethoven. On imagine qu'il puisse devenir sur un mode mineur.
Et comme dans les notes ascendantes, généralement, on va plutôt vers un mouvement de joie et d'espoir, là, il s'agissait plutôt du contraire. Donc j'ai choisi un mouvement descendant. Et ça donnait ça. Puis ça reprenait, et c'est Hugo, je crois, qui disait un très beau texte là-dessus. Et puis bon, c'était un moment assez poignant du spectacle, en même temps qu'érotique, parce qu'Ayette était là avec ses seins nus au piano en train de... Je sais pas si elle avait exactement les seins nus à ce moment-là, mais... Je crois pas. Mais je garde cette image un peu fantasmatique, peut-être. Ouais. Voilà. Après, le spectacle connaissait un moment un peu plus chaotique, avec des moments presque électro où vous jouiez plus spécialement. Ouais. Monsieur Loyal était un peu éjecté du jeu. Ouais. Et il se terminait sur un moment un peu d'envoi final, je sais pas comment appeler ça, d'ouverture finale, avec un thème, avec l'idée que finalement tous les personnages pourraient aller à Londres, parce que Londres représentait la place financière où tout avait explosé, mais finalement tout pouvait aussi repartir. Et donc vous aviez fabriqué à l'époque un morceau qui évoquait le voyage pour Londres. Oui, là pour le coup, on s'éloigne de plus en plus du texte original, si on considère que celui de Beethoven, pour ce spectacle, est le texte original, pour arriver vers quelque chose de plus pop aussi. Il faut préciser peut-être que tout ce que je viens de jouer là comme extrait, et plus ou moins tout ce qu'on avait dans la pièce, sauf évidemment l'ouverture de Beethoven dans son intégralité, était travaillé dans le son au moyen de micros qui distordaient un peu le son, qui déformaient un peu le son, et plus on avançait dans le spectacle, et plus on allait vers quelque chose qui pouvait mettre mal à l'aise, mais qui avait une puissance sonore très très grande. Et on le retrouve notamment sur ce morceau final que vous évoquiez. Donc là, on n'est plus dans le... Mais on garde quand même ce vague souvenir de la tierce, dans une musique qui est beaucoup plus grinçante, qui est plus, c'est plus aigre-doux, avec ce revirement de situation où les humanistes finalement renoncent à leurs idéaux et partent tous à Londres pour gagner des millions de livres sterling. Donc il y avait une introduction qui faisait comme ça, je crois, plus ou moins. À la fin, donc cette chose-là a évolué. Il y avait un petit passage aussi qui était une espèce d'accalmie avant la tempête finale. Dans cette débauche, dans cette orgie de fin de spectacle, avec l'explosion de toutes les valeurs du départ. Avec le recul, voilà, comment vous voyez cette expérience de parcours dans un parcours d'inspiration en quelque sorte, à partir d'un cadre, d'une matière, ce qui fait que c'est assez contraignant,
et comment on s'en échappe, comment finalement on ouvre petit à petit et on se libère de la partition d'origine. Et ça fait toujours du bien de se libérer d'une partition, d'un texte, même si au bout du compte c'est pas très différent d'un travail de composition habituel, j'allais dire, enfin, dans lequel il y aurait pas un texte écrit aussi précis, aussi rigoureux et à respecter au départ, et ce qui demande un certain travail. Mais finalement, on ne crée rien, rien ne naît de rien. Enfin, on a toujours plein de références en tête. Là, la grosse différence, c'est qu'il a fallu que je la travaille, cette référence, et elle était assez copieuse. Ouais. Mais effectivement, on se dit, tiens, on a une idée musicale et ça nous rappelle telle chose. Donc, évidemment, on se dit, bon, ça existe, c'est un point de départ, mais on essaie de s'en éloigner de plus en plus. Et en même temps, c'est une matière extrêmement féconde et nourrissante. Donc, voilà, c'est une contrainte créative très précise, de la même manière que le texte de David Hare en était une aussi. Une inspiration, un point de départ, et petit à petit, plus on avance dans le processus de création, et plus on s'éloigne de ce point de départ assez naturellement. Et il en reste des bribes par-ci par-là, et on arrive finalement à quelque chose d'original, enfin, avec beaucoup de guillemets, mais comme toute création, comme toute chanson, qui est pétrie d'influence et qui peut évoquer des choses à l'oreille de certains, d'autres à l'oreille d'autres, suivant ce qu'on connaît, la culture qu'on a musicale. Et voilà, donc c'était très réjouissant en fait d'avoir cette contrainte de départ et de se dire comment je peux l'utiliser, comment je peux l'inverser, la déformer, utiliser des éléments purement musicaux, enfin de degrés, de couleurs, de rythme, pour changer cette chose-là et la faire au bout du compte se transformer complètement pour presque disparaître.